Le ministre du Cadre de vie et des Transports bénéficie du plus lourd projet de budget sectoriel au titre du projet de loi de finances gestion 2024. Les crédits ouverts sont évalués à plus de 410 milliards de francs CFA pour la poursuite de la mise en œuvre diligente dans le secteur des projets majeurs du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. Ces ressources budgétaires battent le record de celles de tous les ministères sectoriels. Les projets phares, je vais commencer par le secteur infrastructure et transport. Vous avez dû voir, c'est la consolidation, le renforcement et la finalisation de tous les projets qui ont démarré sous le PAG 1. Les grandes infrastructures de transport, le port autonome de Cotonou est en rénovation, modernisation, extension. C'est pareil pour l'aéroport international de Cotonou. Le réseau routier a été construit à plus de 1600 km. Nous allons poursuivre. Et donc voilà, c'est les infrastructures économiques pour développer le territoire, accélérer la transformation structurelle de notre économie et favoriser le développement, la production agricole et autres. Maintenant, nous avons les autres domaines dans lesquels nous avons beaucoup travaillé jusqu'à présent. Le domaine de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Il y a tout ce qui concerne les interventions que nous faisons pour faire face aux effets du changement climatique, la lutte contre les inondations, la protection côtière, la réhabilitation des forêts classées, le reboisement intensif, la conservation de la biodiversité, l'aménagement de nos parcs et tout ça. Donc sur ce plan-là, tous ces projets vont continuer. En ville, le projet asphaltage va se poursuivre. L'assainissement pluvial va sortir de Cotonou et aller vers les villes secondaires. Nous avons 8 villes secondaires qui vont être traitées en assainissement pluvial. Et tous les autres projets d'aménagement paysager, par exemple, nous avons un projet qui s'appelle le verdissement de Grand Nokoué, où toutes les voies aujourd'hui aménagées, toutes les zones assainies, le PAPC qui se met en place va recevoir de l'aménagement paysager pour amplifier un peu et améliorer davantage ce cadre-là. Et tout ce qui s'est fait sur le front de la construction de l'habitat. N'oubliez pas que nous sommes très avancés dans le programme des 20 000 logements. Cette année, assurément, nous allons commencer la mise en consommation de ces logements-là. En dehors de Rouedo, nous avons plus de 10 000 logements construits. Les autres sites ont démarré. On est en train de finir le site du Porte-Nouveau. On est sur le site du Parakou. On a fait Ouida, on a fait Alada. Donc, plusieurs autres sites intermédiaires de production de logements vont également se poursuivre. Nous allons terminer la cité ministérielle, terminer la cité administrative, et puis également, avec beaucoup de chance, terminer aussi le siège de l'Assemblée nationale par la grâce de Dieu. Les députés ont d'abord apprécié l'ampleur du travail fait, la suite dans les idées, dans la mise en œuvre du PAG depuis le PAG 1. Le fait que notre pays est en train aujourd'hui de traiter la fracture en matière d'équipement. Le gap que nous avons avec les autres pays de la sous-région et avec le monde en termes d'infrastructure et de qualité du cadre de vie est traité de façon intensive. Et ça a beaucoup été apprécié des honorables députés. Mais ensuite, chacun dans les secteurs différents avait des préoccupations particulières. Est-ce que la route qui désenclave mon secteur a été prise en compte, ainsi de suite. C'est normal. Au-delà du mandat impératif, c'est normal de s'assurer que tout le territoire est en train d'être aménagé de façon équilibrée. Et là, j'ai bien rappelé que nous sommes bien axés sur la stratégie 7, qui est le développement équilibré de l'espace national, que nous travaillons en nous inspirant de l'agenda spatial du Bénin, et que, assurément, nous avons la grande métropole de Cotonou et le Grand Nokoué qui est la locomotive, mais nous avons également des pôles de développement qui sont des pôles alternatifs, que sont les villes secondaires, que nous allons traiter avec autant de soin en essayant de les connecter effectivement, parce que le cahier des charges que nous avons reçu du chef de l'État, c'est que les 77 chefs-lieux de communes du Bénin en 2026 soient totalement connectés par une voie bitumée. Et ça, cet objectif-là sera également atteint. Beaucoup de questions ont été
posée et nous allons faire le traitement diligent qui sied à ça pour répondre à la représentation nationale. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui bloque les travaux de construction des marchés de Djougou et de Parakou? Le délai de mise en œuvre sera-t-il vraiment respecté? Parce que les populations des quartiers riverains à ces marchés ont de difficultés à circuler librement. Déjà, dans notre pays, on a un souci. Pas seulement dans notre pays, dans la sous-région, le problème d'emploi se pose. Et ces personnes qui étaient dans une activité à qui on a voulu faire du bien, en les délogeant. Et l'on n'a pas réussi à leur trouver un site de relogement. Ça pose un problème. Ça pose véritablement un problème. Moi, je voudrais savoir un peu, pourquoi ça a été pensé ainsi, pourquoi on n'a pas cherché à les reloger forcément. Je vais faire un plaidoyer à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est de faire en sorte que, effectivement, les femmes puissent occuper ces marchés et pour autant que c'est fini. Le deuxième niveau, c'est les voies d'accès. J'en ai parlé hier. On construit le marché de Glazoué tel que c'est fait, mais les voies d'accès, vous n'avez pas idée, c'est ça que j'ai cité. Depuis même à Plaroué, là, les gens viennent au marché de Glazoué. Le marché de Dantokpa, nous le savons tous, était insalubre, par exemple. Et ce n'est pas mon collègue Amagansé qui me démentirait le nombre d'incendies qu'il a fallu éteindre dans ce marché. Et le marché n'est même pas fait pour que les sapeurs-pompiers viennent éteindre le feu. Voilà. Donc, la stratégie qui consiste à, on va dire, décentraliser, à faire des marchés de spécialité, à spécialiser nos marchés, est une bonne stratégie pour une ville fonctionnelle, opérationnelle, comme je le dis. Je voudrais remercier le gouvernement parce que, à travers ce projet, le gouvernement met à l'abri nos sœurs, nos mamans, les usagers des marchés. Le gouvernement les protège contre les incendies. Le gouvernement les protège contre l'arnaque, l'escroquerie qui était organisée entre-temps quant aux redevances à payer. Ce qui se fait dans le pays nous met vraiment à l'aise et nous savons que nous pouvons nous comparer ailleurs. Le président Talon a l'habitude de dire que sa référence ne serait pas ceux qui sont comme lui. C'est-à-dire ce n'est pas encore ceux qui sont à la même hauteur que le Bénin. Sa référence, c'est ceux qui dépassent le Bénin de loin. Et je crois que les halles, c'est ça, comme ça qu'on les appelle, les halles tels qu'ils sont en train d'être construits, nous mettent vraiment à la hauteur de la concurrence. La dépression, c'est un trouble mental courant, l'un des troubles mentaux les plus courants. Et c'est un trouble de l'humeur qui se manifeste par la persistance d'un état de tristesse, la perte d'intérêt pour tout ce qui nous est vital, comme aller au boulot, manger, sortir, se distraire. Et généralement, les chiffres disent que c'est un mal qui se vit plus par les femmes que par les hommes. Il y a des causes qui sous-tendent la dépression et il y a les causes qui favorisent cela. Celles qui sous-tendent sont de 3 ordres. On a les causes sociaux, les causes psychologiques et les causes biologiques. C'est-à-dire, quand je parle du biologique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont biologiquement conditionnées à faire de la dépression. De par leur constitution biologique, ils sont aptes à en faire régulièrement. Les causes sociaux peuvent être des causes qui se sont installées dès la petite enfance, déjà de par l'environnement familial et tout, la manière dont l'individu grandit. Et les causes psychologiques aussi peuvent venir de là, mais surtout de par sa personnalité. Il y a des types de personnalités spécifiques qui sont susceptibles de faire de la dépression. Maintenant, les causes favorisantes sont de tous ordres. N'importe quoi qui pourrait générer du stress au niveau de l'individu
est une cause favorisante de la dépression. La perte de l'élan vital, la perte d'intérêt pour les choses basiques ou les choses vitales de la vie, c'est déjà quelque chose qui handicape l'homme. Donc les conséquences sont multiples. Mais il y a une conséquence phare dont on parle peu, ce sont les conséquences liées au suicide. Le syndrome dépressif majeur, quand il n'est pas bien suivi, aboutit souvent au suicide. Et c'est en ça que je disais au départ que les chiffres sont biaisés quand on dit que les femmes font plus de la dépression que l'homme. Parce que les chiffres de suicide sont contraires. Les hommes se suicident plus que les femmes. Les chiffres l'ont dit et c'est clair. Alors, si les hommes se suicident plus que les femmes, c'est que quelque part, l'homme, de par les pesanteurs socioculturelles, n'arrive pas à accepter déjà sa vulnérabilité, à aller vers des personnes pour dire j'ai besoin d'aide, je ne me sens pas bien, je vais ci, je vais ça. La femme, par contre, elle a cette tendance à facilement venir dans les services qu'il faut, ou même à aller chez la voisine pour se dire voilà, je ne vais pas bien, aidez-moi et tout. Donc cela fait que l'homme ne vit pas la dépression de la même manière que la femme. Il sublime un peu cela et au moment où c'en est de trop, il peut entrer rapidement dans le suicide. Donc déjà à partir du moment où vous avez ne serait-ce que des idées suicidaires, c'est vraiment alarmant. Juste des idées déjà, il y a de quoi s'inquiéter. C'est la conséquence phare de la dépression, à part toutes les autres conséquences de vie que cela peut engendrer. Si nous sommes avec des personnes qui ont une disposition biologique, on ne peut pas l'éviter. Mais par contre, on peut prévenir à travers des actions, un mode de vie sain. Et un mode de vie sain, ce n'est pas que manger sain, ce n'est pas que avoir dormi aux heures qu'il faut, ce n'est pas que avoir une activité sportive, ça va au-delà. Le mode de vie sain, c'est déjà dans le choix, par exemple, des personnes qui nous entourent. Il faut savoir choisir le conjoint ou le compagnon de vie. C'est très important, les gens banalisent cela. Ou la conjointe ou celle avec qui on veut passer notre vie. Il faut savoir choisir nos amis. Parce que il y a une forte portée relationnelle dans la dépression. Ceux qui nous entourent peuvent favoriser cela ou peuvent même empêcher cela. Et si on choisit les mauvaises personnes autour de soi, on est susceptible de faire de la dépression. Autre moyen de prévention, c'est déjà d'accepter de se faire consulter régulièrement. L'Africain, normalement, l'Africain, homme comme femme, n'a pas cette tendance à aller vers les consultations psy par rapport à l'occidental. On se croit résilient à tout, alors qu'en fait, non. On vit les choses autrement. Notre éducation ne nous permet pas de nous plaindre plus facilement. Mais ce qu'on vit, on le vit réellement et ça nous détruit. Donc il faut déjà peut-être avoir de ces actions, des consultations de routine, à défaut d'avoir des consultations périodiques, des routines, histoire de voir à quel niveau je suis. Et surtout quand vous commencez par remarquer ces symptômes qu'on a listés au départ, n'hésitez pas à aller consulter, vraiment. Sinon, le pas entre la dépression et le suicide est très infime. Une situation désastreuse, c'est ainsi que le président kényan qualifie les inondations qui ont lieu dans la Corne de l'Afrique après des épisodes de sécheresse sans précédent. Dans son discours à la COP28 qui se tient à Dubaï, William Ruto revient sur les pluies diluviennes qui ont fait plus de 300 morts et plus de 2 millions de déplacés dans la région, selon l'ONU. Une situation spectaculaire et désastreuse se déroule actuellement en Afrique de l'Est, où des inondations catastrophiques ont rapidement suivi la sécheresse la plus grave que la région ait connue depuis plus de 40 ans. Des preuves scientifiques établissent clairement et fortement le lien entre ces phénomènes météorologiques extrêmes et le changement climatique induit par l'homme. Des études indiquent que les sécheresses sont aujourd'hui au moins 100 fois plus probables dans certaines parties de l'Afrique qu'elles ne l'étaient à l'ère pré-industrielle. Cela se traduit par une réduction spectaculaire des précipitations à long terme, alors que les précipitations à court terme restent irrégulières et imprévisibles. Nous vivons tous déjà cette terrible réalité. Le Kenya a été la proie de pluies torrentielles incessantes qui ont fait des victimes et déplacé d'innombrables communautés.
L'Afrique est touchée de plein fouet par les conséquences du dérèglement climatique. Pourtant, il s'agit du continent le moins pollueur, avec moins de 6% du total des émissions de CO2. Lors des négociations sur le climat de la COP28 à Dubaï, les manifestants ont appelé lundi à un financement supplémentaire pour le nouveau fonds pour les pertes et dommages, ainsi qu'à la fin des subventions à l'industrie des combustibles fossiles. Le militant kényan pour le climat Eric Njuguna estime que certains pays n'avaient pas suffisamment contribué au fonds. Le message de cette action aujourd'hui est qu'après la création du fonds pour pertes et dommages dès le premier jour, les pays du Nord n'ont pas suffisamment contribué à ce fonds. Nous avons besoin que les pays riches contribuent à l'échelle de centaines de milliards. Les contributions au fonds pertes et dommages destinées à aider les pays vulnérables à réparer les dégâts climatiques ont atteint jusqu'à jeudi environ 700 millions de dollars. Dans la capitale ougandaise, Kampala, le marché d'Owino grouille de monde, notamment grâce aux étals des vendeurs de vêtements de seconde main qui attirent une clientèle venue chiner des pièces de prêt-à-porter, certes usagées, mais dont la qualité est restée intacte. Ces vêtements d'occasion sont pour la plupart de bonne qualité par rapport à ceux qui sont neufs dans les magasins. C'est pourquoi nous préférons opter pour ce type d'article. Le président Yoweri Museveni avait déclaré la guerre aux vêtements d'occasion importés essentiellement des États-Unis et d'Europe, affirmant qu'ils proviennent de personnes blanches décédées. Le ministre ougandais en charge du commerce, David Bahati, soutient qu'il s'agit d'une question de dignité, assurant que le gouvernement examinera ce texte en janvier pour interdire de façon progressive la vente de fripes en Ouganda. Actuellement, l'industrie textile pèse plus de 800 millions de dollars américains dans le pays. Et sur cette somme, 100 millions de dollars sont dépensés en vêtements de seconde main. C'est là l'objectif de notre pays, de son Excellence le président Museveni. Il faut régler ce problème parce que les Ougandais doivent s'habiller avec des vêtements neufs. Une éventuelle interdiction des autorités sur l'importation de vêtements de seconde main menace de réduire à néant le seul moyen de subsistance de dizaines de milliers de vendeurs. Selon eux, c'est un manque à gagner pour l'économie du pays. L'interdiction affectera d'abord le pays parce que nous contribuons déjà en payant des taxes conséquentes sur les vêtements d'occasion, sachant que les vendeurs de ce secteur sont très nombreux. Ces vêtements sont bon marché et facilement accessibles à tous. Si tout le monde peut faire de bonnes affaires, c'est mieux que des vêtements neufs. En 2016, le président Museveni avait déjà tenté de bannir les vêtements d'occasion importés dans le cadre d'une initiative régionale, mais elle s'était heurtée à l'opposition frontale de l'association des commerçants de Kampala. En Tanzanie, le bilan des inondations et glissements de terrain s'est alourdi à 68 morts lundi. Des victimes des fortes pluies du week-end dans la ville de Kateche, sur le flanc de colline, à 300 km au nord de la capitale Dodoma. Lors des obsèques officielles, le Premier ministre tanzanien n'excluait pas la possibilité de retrouver de nouveaux corps sans vie, alors que la catastrophe avait fait 116 blessés. Les opérations de secours se poursuivent. Des personnes seraient sans nul doute ensevelies dans la boue. Au moins 100 maisons ont été englouties par la boue justement et un village de 28 familles a été rasé. Les pays d'Afrique de l'Est sont en proie aux inondations provoquées par le phénomène climatique El Niño. C'est dans ce contexte que se tient à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, la COP28, avec des échanges sur les dommages et pertes provoqués par le changement climatique. Le gouvernement zambien déclare qu'une trentaine de mineurs illégaux piégés sous les décombres après l'effondrement d'une mine sont toujours portés disparus. Une coulée de boue avait enseveli cette mine de cuivre
Les secours déployés depuis 2 jours pour retrouver ces mineurs ne parviennent pas à les localiser. Je travaille ici depuis 7 ans. La tragédie qui nous a frappés est très regrettable. Nous travaillons toujours ici et tout allait bien jusqu'à jeudi, lorsque cet accident s'est produit. Le gouvernement s'est montré attentif et nous souhaitons voir arriver plus de personnes en renfort car cette catastrophe a touché de nombreuses familles. Un premier bilan fait état de la mort de 7 mineurs et plus de 30 disparus. Selon la police, ces mineurs creusaient du minerai de cuivre dans la mine à ciel ouvert de Seseli, dans la ville de Shingola, ceinture de cuivre, située à environ 400 km au nord de la capitale, Lusaka. Ce drone lancé au-dessus d'orangers plantés près de Nabeul dans l'est de la Tunisie est équipé d'une caméra multi-objectifs et de capteurs. Créé par la start-up Robocare, il scanne les arbres depuis les airs afin d'évaluer leur niveau d'hydratation, la qualité du sol et leur état de santé général. Ces données permettent aux agriculteurs de s'adapter aux années de sécheresse et aux changements climatiques. La nouvelle technologie, qu'est-ce qu'on veut faire? On ne veut pas faire un step supplémentaire, c'est-à-dire que l'on veut optimiser aussi maintenant tout ce que l'on met sur les feuilles en termes d'engrais, de produits phytosanitaires et optimiser ça à cause de leur coût. Donc oui, on espère tous que la technologie qu'on utilise aujourd'hui nous permettra de faire ça, cette optimisation nouvelle. Robocare, qui emploie une dizaine de personnes, est la seule entreprise en Tunisie, selon sa fondatrice Imane Biri, à utiliser des drones pour aider les agriculteurs. Lorsque les agriculteurs utilisent la technologie, ils peuvent économiser jusqu'à 30% d'eau, augmenter les rendements de 30% et réduire leurs coûts jusqu'à 20%. C'est pourquoi les nouvelles technologies sont si importantes pour les agriculteurs aujourd'hui. Et notre expertise peut les aider à prendre de meilleures décisions. Le Maroc, qui a connu en 2022 sa pire sécheresse depuis 4 décennies, a mené une étude qui a révélé que l'utilisation des drones aiderait à mieux gérer les pénuries d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que l'agriculteur tire comme bénéfice lorsqu'il utilise le drone à pulvérisation ou lorsqu'il utilise le tracteur? Et puis, on a présenté le résultat de l'étude qui montre fort et bien qu'avec le drone, on utilise uniquement 6 à 7% d'eau. Donc il y a une grande économie d'eau, du coup on peut améliorer la qualité d'eau et du coup on peut améliorer la qualité de traitement. Pour que l'utilisation de ces technologies se généralise en Tunisie et dans tout le Maghreb, Ibiri estime qu'il faut modifier la loi et sensibiliser davantage. « 39 Palestiniens ont atterri dans la soirée de dimanche 3 décembre à l'aéroport de Tunis-Carthage en provenance de l'aéroport international Al-Arish en Égypte. Ce premier groupe de blessés de Gaza sera pris en charge par l'État tunisien, comme avait promis le président Kais Saïd. Le nombre de blessés est de 20. Ils sont accompagnés de 19 personnes et même parmi eux, il y a des blessés légers. Il y a des cas compliqués de blessures par éclat d'obus, de brûlures et de membres cassés. Nous espérons qu'ils seront soignés et qu'ils reviendront dans les meilleures conditions possibles. Un grand nombre de bénévoles du Croissant Rouge tunisien étaient présents à l'accueil des blessés avec les équipements nécessaires. En termes d'âge, il y a un bébé d'1 an et un homme de 65 ans. La majorité sont des jeunes. Il y a des hommes et des femmes. Nous les avons répartis entre le secteur public et privé dans le système de santé tunisien, ainsi qu'à l'hôpital militaire. L'assistance et le soutien leur seront fournis par des médecins et des psychologues. L'opération militaire menée par Israël dans la bande de Gaza a fait des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des femmes et des enfants, selon des sources officielles palestiniennes et onusiennes.